Okay, what's so funny? お前はもう死んでいる。何 ?3、2、1。Hey, bienvenue à Furio Max. Salut, moi c'est Xav, et puis avec moi c'est Xav. Ben non, c'est pas Xav, c'est Baz. Comment ça va, mec? Petit bâtard. Mais alors, explique-moi un peu, c'est quoi Furio Max? Parce que là, moi j'en étais resté à Betamax. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, déjà c'est la résurrection. Quand ça date notre dernier épisode de Betamax? Bah c'était le siècle dernier, je crois. Non? Ouais, bah, c'est à peu près ça. Ouais. En effet, Furio Max, on se renomme. Basile, je crois que t'es quand même la meilleure personne pour expliquer le titre de l'émission quand même, non? Alors écoute, avec plaisir. Enfile ta tenue d'écolière japonaise, mets-toi en pause caca et fume une clope. Et puis tu nous expliques le tout. Ok, sans problème. Voilà, je suis en train de tirer une latte. Alors, Furio Max, c'est quoi? Alors, jusqu'ici, on était sur Betamax. Betamax, c'était, on va dire, le cinéma de la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, en gros, avec un petit côté, souvent un peu nanar série Z, mais pas tout le temps, parce qu'on a fait quand même aussi des classiques. Là, on va un peu plus s'orienter résolument vers le Japon. Alors, on avait déjà fait des épisodes spéciaux dans Betamax, animés. Bah c'est là d'où vient l'idée, hein. Je pense que c'est la naissance de Furio Max. En fait, je crois qu'on a découvert qu'on avait en fait un grand plaisir quand on faisait des OAV ou des films d'animation classiques du Japon. C'est vrai qu'en faisant ces épisodes spéciaux, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire carrément un podcast consacré à la pop culture du Japon des années 80, puisque c'est vraiment clairement un sujet qu'on kiffe tous les deux et on a envie de le partager tout simplement. Et puis comme on est bien con, on s'est dit on est déjà niche, pourquoi pas être encore plus niche, être ultra niche. C'est ultra niche, ouais c'est ça. Comme ça on est sûr de trouver vraiment genre 4 personnes si jamais on fait un live dans un bar quoi. Bon, même si c'est vrai que les années 80 spécifiquement, c'est peut-être pas forcément tout le monde qui est dans le délire, mais quand même, quand on va sur internet, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont intéressés à ces sujets-là, donc ça va, je pense qu'on aura au moins 3 personnes, voire 4, ça va aller quoi. J'avais raison sur ma quota là, c'est bon. Ton chiffre était bon. Alors le titre Furio Max. Furio Max, hein, bon le mot Max, nous on a ajouté un deuxième X pour qu'il y ait un peu plus de puissance, mais Furio, voilà, pourquoi est-ce qu'on en a choisi ce mot? Alors pourquoi Furio? Parce que Furio c'est un mot japonais, alors ceux qui connaissent peut-être le grand classique Furio, hein, avec David Bowie, t'es déjà au courant du terme, en fait on pourrait le traduire par le mauvais garçon, le voyou, et avec ce mot-là en fait il y a aussi tout un univers, toute une sous-culture qui est associée, et notamment celle des délinquants lycéens. Là, on va pouvoir revenir dessus évidemment un peu plus tard, mais donc c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière le Furio, quoi. Si on peut dire, c'est un peu la racaille, mais des années 80, quoi. En lisant quelques mangas, je me souviens, il y avait aussi le terme utilisé très souvent qui est Yankee. Oui, alors le Yankee, encore une fois, hein, c'est des termes qui se superposent. Le Yankee, ça fait vraiment spécifiquement allusion à certains codes vestimentaires qui s'inspirent en fait beaucoup de toute la culture rock'n'roll des États-Unis, en fait des années 50, la grosse banane à la Elvis, exactement, tout ce genre de trucs, donc voilà. Bien sûr, juste pour dire de quoi va discuter le podcast, on parlera aussi des films d'Akira Kobayashi, on parlera du studio Nikatsu Diamond Guys, hein, qui était le réalisateur de Hideaki Nianti, c'est tous ces fameux films gangsters, polars, complètement action 100%. On parlera aussi des films d'horreur où le Japon voulait copier, même imiter les studios Hammer américains. Donc il y a eu plein de films de vampires, mais en mélangeant les cultures japonaises et américaines du vampirisme. On pourra aussi parler évidemment de la branche très prolifique du Pink Eiga des années 70. Mais ça va être la crème de la crème, mec. Alors donc parle-nous un peu du film qu'on va décortiquer aujourd'hui. Oh, j'ai hâte. Pour cet épisode, voilà, le tout premier, nous allons discuter d'un film, j'ai envie de dire classique, mais non. Non. Vraiment pas, mais c'est la pépite cachée qui est perdue dans la boue. C'est un film que l'on cherche depuis des années avec Basile, l'affiche, certains vous la connaissent. Le film que l'on va review, qu'on va discuter, critiquer, voilà, c'est V Madonna Daisenso, connu aussi sous son nom anglais qui est Go for Broke. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce titre V Madonna Daisenso? V pour 5, hein. Donc c'est une école qui est dans la merde et ils recrutent des championnes pour les défendre contre une invasion de Bosozoku. Vite fait, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est les gangs de bikers japonais. Ouais, alors on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc le V, ça tient pour 5, c'est les 5 Madonna. Par contre, Basile, la question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que veut dire Daisenso? Alors Daisenso, en fait, littéralement, c'est le grand combat.
tout simplement. Et go for broke, voilà, ça passe ou ça casse. Exactement, ça passe ou ça casse. Et alors aussi, en fait, ce V, effectivement, ça peut être le 5, mais également, alors il y a le côté V, le V de Victory, qu'on retrouve beaucoup dans certains dessins animés japonais, dans certains Sentai. Donc c'est aussi cet aspect-là, c'est les Madonna de la victoire, un peu, hein, si on traduit de manière très littérale. Et puis visuellement, c'est assez emblématique, le V, je veux dire, sur la tête des Gundam, sur les personnages de Sentai, Kamen Rider. Puis les Sentai, y a pas un truc aussi sur le numéro 5, Basile ? La plupart du temps, il s'agit toujours d'un bataillon de 5 personnes. 5 personnes, pourquoi ? Parce que 5 comme les doigts de la main, unis comme les doigts de la main. Voilà, ça fait partie des codes obligés du genre, et c'est vrai que ça se trouve non seulement dans les Sentai, mais après aussi dans d'autres sortes de dérivés un peu du Sentai. Saint Seiya ? Saint Seiya, évidemment, ils sont 5, Sailor Moon, elles sont 5. On le retrouve dans beaucoup d'œuvres de fiction. Mais revenons donc alors sur le film qui nous intéresse aujourd'hui, donc V Madonna Daisenso. Bah écoute, go for broke. Alors V Madonna Daisenso, réalisé par Genji Nakamura avec Yukari Usami, Kozue Saito, Rikako Murakami, Yuko Watanabe et Yuki Ninagawa. Alors le film produit en 1985, donc au cœur même des années 80. Plein dedans, on est dans le boom économique du Japon, il y a tout qui se passe bien, et Basile, une petite note là-dessus, je voudrais parler de ce film avant qu'on continue un peu. Donc après l'avoir vu, je me suis renseigné un petit peu sur le casting staff, quoi, je veux dire, entre maquilleur, chorégraphe, caméraman, réalisateur, chef-op, complet de la production, on est en dessous de 30 personnes, hein. Je trouve que c'est incroyable ce qu'on vient de voir pour moins de 30 personnes, hein. Ah oui, alors là, on est clairement sur du très très petit budget. Alors là, on pourrait dire que c'est peut-être comparable au premier film de Peter Jackson, peut-être, genre Brain Dead. Mais beaucoup plus, je dirais, parce qu'il y a des scènes où il y a une 50aine de personnes sur le plateau, des acteurs, bien sûr, il y a des Bosozoku partout. Alors ce qui est bizarre, mec, c'est que les 3/4 ne sont pas dans le générique, donc je me dis, est-ce que c'était vraiment des Bosozoku qui voulaient pas être nommés ? Alors, moi j'ai des doutes là-dessus, parce que quand même, ils ont l'air tellement peu crédibles que j'ai quand même un peu de mal à croire que ce soit de véritables Bosozoku qui soient venus. Alors tu avais commencé à nous raconter un peu le synopsis là, ce qui est quand même un mot peut-être un peu excessif, hein, mais on va dire... Pour dire clairement de quoi il s'agit, synopsis, on suit la vie de tous les jours des étudiants dans une école qui sont harcelés, on peut le dire, quasiment toutes les semaines par un groupe de Bosozoku. Ils en peuvent plus, et donc comme les 7 samouraïs, voilà, ils veulent recruter des filles, des Madonna qui vont les défendre et les protéger. Pour un peu que les auditeurs savent de quoi on parle, moi je propose qu'on balance tout de suite le trailer pour qu'ils comprennent cet univers, l'ambiance chaotique de ce film. Allez, on se met dans le bain direct. Go for break! Go for break! Go for break! En effet, comme tu vois, hein, les motos, ça va partout, de gauche à droite. D'ailleurs, il y en a même une qui roule sur un mur, hein, dans le film, à l'horizontale. Donc, ce qui est pas mal. Alors, ce qui est marrant quand même, c'est que là, il y a la référence tout à fait transparente au 7 samouraïs, qui d'ailleurs est carrément cité dans le film. Hein. Je crois que c'est cité dans les 5 premières minutes. Hein. Là, tout de suite, c'est clair, on va partir là-dessus, très bien. Ce qui est par contre un peu déroutant, c'est que si tu as remarqué,
dès le début du film, en fait, on n'aura la réponse qu'à la fin, il n'y a jamais d'adulte. La seule qu'on a à peu près adulte, la plus âgée, c'est l'antagoniste, notre menace principale, qui a l'air d'être franchement la plus âgée dans le lot. Hein. Exactement, mais sinon, en fait, il y a cette impression très étrange que les adultes sont totalement absents, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de proviseur. En fait, c'est comme si les élèves étaient les seuls responsables du lycée, ce qui est évidemment totalement absurde et complètement irréaliste. Ouais, on n'a pas de prof, pas de gardien, même pas de balayeur, on n'a même pas de personnes dans la rue urbaine. Hein. Je crois qu'on a des trains et des voitures qui passent au loin dans le plan large, mais on voit jamais de passants. Exactement, c'est juste un vague décor de fond, mais c'est tout. Sur le coup, on se pose un peu des questions, on se dit, mais alors, est-ce que c'est vraiment un parti pris, ou est-ce que c'est juste que vraiment les auteurs étaient tellement des ados attardés qu'ils n'ont même pas pensé à ce côté-là. Bon, ensuite, à la fin, on a notre réponse, mais on y viendra plus tard. Oh, Jesus fucking Christ, cette fin. Alors, quelque chose d'étonnant dans ce film, quand même, alors c'est sûr qu'il n'a pas que des qualités, mais on peut quand même lui en trouver. Alors, pas trop vénère, quoi. Alors, déjà, moi, ce qui m'a surpris, c'est que tout le film, quand même, repose sur le fait que les filles sont quand même pas mal mises en valeur, mais pas mises en valeur de la façon habituelle, c'est-à-dire que c'est pas juste des objets qui sont là pour éveiller le désir masculin. On n'y échappe pas, évidemment, parce qu'il y a quand même des scènes où on est là-dessus, mais quand même, il y a beaucoup de choses dans le scénario qui mettent en avant la puissance féminine. Là, on n'est pas dans la puissance masculine, et ça, honnêtement, c'est vrai que c'est assez surprenant, d'une part, pour un film des années 80 au Japon, parce que franchement, c'était pas la norme, hein, il faut bien le dire, et en plus de ça, c'est vrai que c'est étonnant dans un film comme ça, qui est quand même très nanardesque, où on s'attendrait plutôt à voir juste des filles faire valoir. Et puis, au classique. Hein. Classique, exactement, avec des héros masculins qui viennent au secours des pauvres demoiselles en détresse, etc. etc. Ouais, si on veut parler de sexe, justement là-dessus, c'est quand même 2 garçons qui font appel à ce qu'ils appellent la police secrète entre eux, qui vont recruter donc les 5 filles. Et bien sûr, les ennemis, c'est des hommes, hein, tous les loups Barabosozoku, mais leur chef, leur dirigeante, qui d'ailleurs envoie, leur marche dessus, leur donne des coups de fouet, c'est une nana aussi, quoi. Donc tu sens que vraiment, le facteur de conduite de ce film, c'est vraiment le sexe féminin, quoi, qui est projeté en avant comme la puissance du film, ce qui est dominant. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est très ambigu, ce truc-là. On n'y échappera pas, tu peux pas avoir un truc parfait, c'est impossible. Exactement, on n'y échappera pas, comme tu dis. Alors c'est que des fois, on a cette impression, effectivement, que les femmes sont vraiment beaucoup plus mises en avant que d'habitude. Et puis, alors il suffit d'une scène pour qu'on se dise, ah oui, mais non, en fait, non, on retombe dans les trucs habituels. Par exemple, t'as remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de scènes particulièrement cruelles et beaucoup trop longues qui n'avaient aucun intérêt à durer si longtemps. Notamment, je me rappelle une scène où il y a un type qui balance des beignes à l'héroïne qui est attaché à un rocher, et puis alors ça n'en finit pas. Enfin, pendant 2-3 minutes non-stop, il lui fout des coups de poing dans la gueule juste pour le plaisir de l'humilier. Et là on sentirait presque justement un peu ce truc du mal qui ferait un peu payer en fait aux femmes d'avoir voulu prendre le dessus sur eux, tu vois. Il y a un peu ce côté revanchard là qu'on ressent. On n'échappe pas non plus aussi au viol, hein. Bien sûr. C'est un truc cliché des nanars des années 80, 70, hein. Il y a toujours des séquences de viol, putain, mais c'est du genre, tu peux pas t'échapper à ça. Que ça soit une production américaine ou internationale, apparemment, hein. C'est toujours le côté comment on fait pour choquer le public. Vas-y, fous un viol dans le film, hein, ça marche toujours. Une petite phrase aussi qui ne m'a pas échappé à un moment donné, c'est qu'un des personnages dit « On n'est que des femmes après tout ». Alors j'ai remarqué dans ce film, il y a 3 types de femmes. T'as vraiment ce que j'appelle une femme vraiment ultra fille, donc c'est vraiment la féminité absolue. Et puis après, t'as ce qu'on appelle, je dirais plutôt le semi-butch. Donc c'est la femme qui sait se battre, qui sait se défendre malgré tout. C'est le cliché du cinéma, elle est pas aussi forte que les hommes. Le garçon manqué. Et puis après t'as complètement le butch, c'est la femme qui est complètement alpha, qui défonce tout, qui hésite pas à se relever si elle se prend un coup de poing. Donc bien sûr, c'est des stéréotypes qu'on voit bien sûr dans les hommes, on voit ça partout dans le cinéma, hein. Mais là dans ce film, j'ai trouvé que les personnages représentaient chacun un de ces 3 niveaux-là. On remarquait bien leurs différences. Par exemple, la petite sœur du personnage principal, là on est vraiment dans le côté très fille, innocente, elle essaye quand même de se défendre, mais tu sens qu'elle se ferait tuer en moins de 2. Après t'as l'héroïne principale, là je trouve que c'est parfait, c'est entre le niveau des deux, hein, entre l'alpha et la féminité. Et puis après t'as la nana samouraï, l'actrice avec la catcheuse, tu vois, c'est le côté complètement butch, quoi, c'est le côté les nanas qui savent pas faire. D'ailleurs vers la fin du film, c'est elle qui hésite pas à carrément arracher l'œil d'un des méchants, quoi. C'est ça, exactement. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que la boss des méchants,
tu remarques que il fallait forcément lui coller ce côté sadomaso, Complètement. sadique extrême qui rend le truc complètement sexuel d'un coup. I wear my sunglasses at night. Très années 80, hein. Elle porte Voilà, des lunettes c'est ça. de soleil la nuit. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis alors en plus, le petit détail qui tue, c'est l'évocation évidemment d'une relation lesbienne passée entre la chef des méchants et la chef des gentils, forcément. Ouais, je sentais... Ça, je sais que pour le cinéma japonais, c'est un peu plus ordinaire, non ? Le côté très androgyne, mélange des sexes. Il y a moins ce côté choquant qu'on trouve au cinéma américain ou français, tu Exact. vois. Bien sûr, il y a moins le tabou chrétien, quoi, l'homosexualité. Dans les mangas, même les shonen, il y a des personnages gays, il y a des hommes très féminins. Donc je sais qu'au Japon, c'est... Alors malheureusement, le Japon a quand même été pas mal influencé par les États-Unis, hein, c'est-à-dire que quand même le côté très puritain a déteint aussi sur le Japon, mais tu fais bien de le souligner, c'est vrai qu'on sent quand même dans les œuvres de fiction qu'il reste un côté quand même un peu plus détendu, désinvolte par rapport aux questions de préférence sexuelle, quoi. Là, tu le sens là-dedans, en fait, parce si on installait la scène basique, franchement, c'était une de mes séquences préférées. Ça se passe la nuit au milieu d'une autoroute qu'ils ont carrément bouchée. T'as la voiture de la nana, bien sûr, la chef, elle conduit une sorte de Firebird, super casse de sport japonaise, avec les motards derrière elle, et avec les phares des motards, bien sûr, ça crée une super silhouette d'elle qui est devant sa voiture, pendant que l'autre gentille, elle est toute seule sur sa motocross. Donc ça, c'est un plan que j'ai beaucoup aimé. La nana s'approche d'elle, bien sûr, pour l'embrasser, elle lui prend le visage, donc tu sens le côté qui est-ce qui dirige le couple. C'est là où je me disais, ok, je sais que c'est un film japonais, je sais que là, le but, c'est pas de choquer que ce soit deux filles, mais qu'elles étaient ensemble, comme quoi elles avaient une histoire passée et ce sont maintenant des ennemis qui étaient une fois des amoureux. C'est ça, en fait, c'est juste un ressort dramatique. Là, c'est pas un prétexte pour choquer, effectivement. Exactement. Alors, un autre truc qui m'a fait marrer aussi, alors c'est la désinvolture avec laquelle les scénaristes, alors je dis les scénaristes, je suis sympa, hein, parce que je pense qu'à mon avis, il y a un petit coup vicieux. Alors, c'est en fait la justification pour nous amener ces personnages spécialisés, chacun dans leur domaine. Alors, il y en a une, c'est la biker qui sait se battre, il y en a une autre, c'est plutôt avec le sabre. Attends, on va tester notre mémoire, là, si on peut les citer les 5. Ok, donc t'en as dit 2. Donc, le personnage féminin principal, hein, la fille fan de moto qui est cascadeuse, c'est la leader. T'as dit, ouais, il y a la nana, c'est une actrice qui est bon au sabre. Celle qui est spécialisée dans les feux d'artifice. Pyrotechnie. Voilà, et c'est l'équivalent de celle qui a les armes à feu, en fait, vu que c'est interdit au Japon. Voilà. La catcheuse. La catcheuse. Et puis la 5e, c'était... C'est la skeban, bien sûr. Avec sa super mèche teintée blonde. Ben oui. Avec ses sbires. C'est ça exactement. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je trouvais ça très drôle, la façon, alors vraiment, par-dessus la jambe, avec lesquelles ils ont trouvé le moyen d'expliquer pourquoi est-ce que ces filles-là étaient capables, en gros, de se défendre aussi bien. Alors voilà, tiens, celle-là, en fait, ça va être une cascadeuse, et puis ça tient tellement pas debout, c'est hilarant, quoi, vraiment. D'ailleurs, tiens, pour les auditeurs, Skeban, Basile. Évidemment, on allait y venir, hein, parce qu'on va rentrer vraiment dans le sujet des cultures, hein, des sous-cultures même, je dirais. Alors, on va parler évidemment de la culture Bosozoku. Tu sais, ce podcast, en fait, c'est l'équivalent de Inception, mais en côté niche. C'est ça, exactement, c'est la niche dans la niche. Dans la niche. La sous-culture dans la sous-culture, c'est exactement ça. Le concept du film, ça ne tient qu'à ça, en gros. On va faire une fusion entre la sous-culture Bosozoku et la culture Skeban. Et ça donne V Madonna Daisenso. Alors, donc, tu voulais une définition. Alors, on va justement en profiter pour définir, d'une part, ce que c'est que les Bosozoku, d'autre part, ce que c'est que les Skeban. Alors, on va commencer peut-être par les Bosozoku. Les Bosozoku, c'est les gangs de bikers japonais. Alors, dans les années... ça va très loin, mais le plus grand moment, c'était fin des années 70, début 80. Voilà, c'était des groupes de jeunes, souvent, c'était exactement des loupards, qui étaient même associés avec les Yakuza, hein, dans Tokyo ou toutes les grandes villes principales du Japon. Et puis, leur but, bien sûr, c'était de faire du bruit, c'était de causer des emmerdes à la police. C'était un peu des loupards, quoi. C'était de faire chier les gens sur la route, et de bloquer la circulation, et de se la péter avec leurs bécanes qui étaient complètement customisées,
Et bien sûr, le point intéressant, c'est que les customisations étaient interdites, bien sûr, par l'État japonais. Des grands fauteuils, des guidons avec des cornes de zébu, on était carrément dans le délire. Un grand classique de l'animation japonaise où on voit un petit peu le futur des Bosozoku, ça serait Akira. Akira est évidemment très empreint de ce côté-là, même si Akira, c'est vrai que c'est une réinterprétation futuriste, cyberpunk. Mais sinon, c'est vrai que le côté Bosozoku, après on le retrouve beaucoup dans les mangas. Hein. Moi, je pense évidemment à GTO en premier parce que ça parle beaucoup de Bosozoku. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres exemples de ça. Moi, je me rappelle notamment un épisode de City Hunter, par exemple, où on suivait justement un gang de Bosozoku avec tous les clichés qui vont avec. Ça, encore une fois aussi, on y reviendra dessus. Mais... こんな土地に米なんか二度とできゃしねえぜ。 Et donc voilà, on retrouve beaucoup d'exemples de ces Bosozoku parce que c'est vrai que c'était dans les années 80 une sorte de ce qu'on appelle en anglais un trope, tu vois, c'est vraiment un truc qu'on peut décliner sur plein de formats. Et alors ce que je voulais ajouter aussi, c'est que les Bosozoku japonais, ça a alors quand même une spécificité parce qu'on pourrait avoir la tentation de comparer ça aux Hells Angels américains. Sauf qu'en fait, c'est pas la même chose. C'est une culture tout à fait différente parce que c'est vrai que les Hells Angels aux États-Unis, déjà c'est des gens qui sont plus âgés, alors qu'au Japon les Bosozoku c'est clairement des ados, c'est-à-dire que c'est vraiment généralement en dessous de la vingtaine, hein, ça correspond plutôt aux années de lycée quoi. Et t'as une raison là-dessus qui est très intéressante parce que la génération des Hells Angels en fait c'est les enfants ou les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient les plus âgés, et puis après t'as eu les plus jeunes qui étaient les vétérans de la guerre du Vietnam, qui étaient ceux qui se sentaient rejetés par leur pays, donc rejetés par l'Amérique, hein, surtout après le Vietnam, hein, comme l'Amérique a perdu la guerre, et donc en fait ça a créé cette sous-culture de fuck le système, et les gens se sont réunis comme des groupes de bikers, et ça leur permettait en fait de créer une famille, de s'associer et de surtout trouver des gens qui avaient le même sens de l'esprit qu'eux, qui étaient patriotiques d'une autre façon. Exactement. Puis alors, en fait, c'est vrai que ce qui est différent avec l'exemple des États-Unis, c'est que là, on a vraiment des gens qui ont une philosophie de vie à part entière, qui est de vivre en marge du système, mais dans toute leur vie. Alors que les Bosozoku, il y a quand même un côté beaucoup plus juvénile de juste j'ai envie d'emmerder le monde. En fait, il y a plus ce côté-là insouciant de l'adolescence. En plus, les Hells Angels sont quand même vachement plus liés à la mafia, aux combines illégales, alors que les Bosozoku, ça reste quand même vraiment des très menus larcins. Là, on n'est pas du tout dans la criminalité grave, contrairement aux Hells Angels. Et puis les motos aussi, ça c'est le plus emblématique. Les Hells Angels, voilà, c'est la Harley, c'est la Indian, c'est la moto, c'est le Chopper, pendant que les Bosozoku, c'est la Yamaha, c'est la Café Racer, hein, qui sont tunés et améliorés, mais tu trouves pas chez les Bosozoku, tu vois, des fat bikes avec les gros pneus américains, quoi. Les engins sont très différents aussi. Oui, puis alors ce qui est amusant aussi, c'est que alors, dans les caractéristiques, par exemple les codes vestimentaires aussi, on n'est pas du tout sur la même chose. Alors c'est vrai que les Hells Angels, on a typiquement les cuirs, bandana, cuir, Ray-Bans, piquants, foulard, avec des t-shirts de groupe de hard rock ou des trucs comme ça, des Santiago, que les Bosozoku, là on est dans quelque chose de tout à fait différent qui est pour le coup très japonais, une réinterprétation aussi de certains éléments de la culture rock des États-Unis. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est vraiment des gros mélanges. Bah tu vois un mec avec une grosse banane qui fait voler un étendard de combat, alors t'as l'impression de voir le samouraï sur son cheval avec le drapeau de combat qui crie. Ah, exactement. Et en même temps il a la banane d'Elvis Presley, quoi. Puis avec aussi ces fameuses vestes très longues avec des caractères cousus dessus, dont ils sont très très fiers. Intéressant, ça c'est la veste des leaders, c'est une veste qui est passée de leader à leader. Et qu'on n'est pas censé laver. C'est soit des grandes batailles qu'ils ont gagnées entre clans, entre gangs, parce que c'était des gangs, hein, de toute façon, les Bosozoku. Et alors un truc qu'il faut aussi dire, c'est que, pas toujours mais souvent, dans l'imagerie Bosozoku, il y a aussi un côté très nippon nationaliste, c'est-à-dire le côté, la supériorité du peuple japonais. Donc là on est vraiment dans le côté un peu sombre du Japon, dans la continuité aussi du kamikaze, hein, c'est-à-dire ces aviateurs qui allaient s'écraser contre les navires américains et qui sacrifiaient leur vie pour l'empereur et qui en gros étaient complètement endoctrinés, j'irais jusqu'à donner ma vie pour mon pays. On retrouve un peu de cette image
imagerie-là en fait aussi chez les Bosozoku. Il y a certains éléments d'ailleurs de la tenue typique des kamikazes qu'on retrouve dans les tenues des Bosozoku. Voilà. Donc il y a évidemment le fameux drapeau japonais, le soleil rouge avec ses rayons rouges, qui est typiquement un emblème connu pour être l'emblème nationaliste en fait au Japon. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est un peu particulière, quoi. On a parlé des Bosozoku, maintenant il faut qu'on parle des Skeban. C'est quoi les Skeban? Écoute, je crois que t'es mieux placé parce que c'est toi qui as lu le plus de mangas avec des Skeban, hein. Bon, alors écoute, les Skeban, c'est un peu le pendant féminin du Furio. Alors le Furio, comme on l'a dit, c'est le délinquant lycéen. La Skeban, c'est la délinquante lycéenne. Voilà. En fait, c'est un peu une sous-culture qui est née par réaction. On vient de descendre dans un autre niveau là de sous-culture, on est dans un 7e niveau niche. On va se perdre au bout d'un moment, hein. On va pouvoir remonter, hein. C'est clair. Alors en fait, c'est venu du fait que dans la plupart des gangs, et notamment les gangs de Bosozoku, comme un peu partout dans la société japonaise, évidemment, c'était toujours le mâle qui prévalait. Donc en réaction, finalement, les filles se sont dit « Non mais nous aussi, on peut faire nos gangs. Il n'y a pas de raison pour qu'on soit tout le temps les faire-valoir de nos mecs, puisque la plupart du temps, c'était juste les petits amis des chefs de gang ou des membres de gang. Et ben là, elles ont décidé de devenir des gangs à part entière. Et on leur a accolé ce nom de Skeban, avec évidemment, encore une fois, des codes bien spécifiques, toujours dans la tenue. Alors, par exemple, il y a le fait qu'elles portent des jupes beaucoup trop longues, alors que normalement, la taille des jupes est réglementaire. Rappelons-le, au Japon, la plupart des lycées imposent des uniformes. Alors, il y a la fameuse marinière, qu'on retrouve beaucoup dans la culture hentai, parce qu'évidemment, c'est un grand sujet de fantasme, la fameuse marinière de lycéenne. Donc, les Skeban, par exemple, font exprès d'avoir des jupes longues. Pourquoi ? Pour pouvoir cacher des armes sous leurs jupes, notamment des rasoirs, des lames de rasoir, des fouets aussi parfois. Et typiquement, alors elles se teignent les cheveux, alors que c'est vrai que dans les années 80, il n'y avait pas encore du tout cette mode de la teinture de cheveux qui est vraiment arrivée dans le grand public dans les années 2000. À l'époque, c'était encore quelque chose d'un peu choquant de se teindre les cheveux. On considérait que normalement, ça faisait partie de l'essence même du japonais, d'avoir les cheveux noirs. Donc c'est vrai que se teindre les cheveux, déjà, c'était... Ce qu'on dit, t'es un outcast. Exactement. Ouais. Fume des clopes, cigarette. Fumer des clopes, évidemment, la cigarette. Et il y avait aussi souvent un maquillage assez outrancier, qu'on retrouvait peu, généralement dans la jeunesse. Les filles n'étaient pas maquillées, normalement. Ouais, c'était le maquillage américain de l'époque New Wave et puis Italo Disco. C'était le mascara avec les sourcils, le rouge à lèvres pétant. C'était un peu comme si c'était des filles de glam rock. Exactement. Et puis, alors évidemment, une façon de parler aussi très masculine, puisqu'au Japon, encore une fois, rappelons-le, c'est vrai qu'il y a quand même une différenciation très forte entre les hommes et les femmes, et qui se retrouve aussi dans la langue japonaise. Les hommes parlent d'une certaine façon, les femmes parlent d'une certaine façon. Donc là, elle renversait en parlant comme les hommes. Ah, et la pause caca, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on l'a dit plus tôt, ça. Imaginez que vous êtes en train de chier dans la rue, on plie les genoux un petit peu comme les Russes, les Slaves font ça beaucoup aussi, dans la culture populaire. On a cette pose dominante où on pose les bras sur les genoux, qu'en fait on s'impose, on bouge pas, comme quoi on fait pas partie du droit chemin, des choses qui avancent, cette pose de rebelle dans la société, quoi. Une attitude de défiance, quoi. En fait, c'est marrant parce que justement, ces fameuses Skeban, nous qui avons été bercés par les séries du Club Dorothée, en fait, on les a souvent croisées. Dès le premier épisode, je me suis dit, est-ce qu'on va éviter le Club Dorothée? Bah non, évidemment. Non. Forcément, faut qu'on en parle. Et c'est vrai que sans le savoir, en fait, on les a croisés, ces Skeban, mais évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas savoir que c'était toute une sous-culture. Je pense par exemple à Kimagure Orange Road, Max et compagnie en français, où là, le personnage principal, Madoka Yukawa, Sabrina en français, est elle-même une ancienne Skeban dans les premiers épisodes de la série. On la voit dans un gang, on la voit qui fume, on la voit même aussi qui fait du racket, si je me rappelle bien. Donc là déjà, même dans une série destinée plutôt à un public assez jeune, on voit que ces figures-là sont vraiment très très connues au Japon, parce que comme je le disais un peu plus avant, ça fait vraiment partie de la mode des années 80 finalement. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la fiction de manière générale. Et puis alors là, on a un exemple en or évidemment, c'est la fameuse série de Skeban Deka. Skeban Deka,
Là, c'est vraiment un peu la manifestation vraiment la plus commerciale de la reprise de ces archétypes, mais pour en faire quelque chose évidemment de très vendeur. Eskeban Deka qui travaille pour le gouvernement, qui se battent avec des yo-yo ultra puissants qui sont capables de fendre des os à l'impact. Mais alors là, ce qui a hurlé de rire avec Skeban Deka, c'est que là, on sent vraiment qu'on a pris quelques petites caractéristiques de la culture Skeban. Effectivement, on a mêlé ça avec le côté Sentai et en fait, on a collé tous ces petits éléments sur quelque chose de vraiment très très cucu, très très naïf, avec des héroïnes en fait qui sont des bien gentilles jeunes filles. Elles sont pas du tout des délinquantes qui font peur comme celles qui ont pu effectivement intimider les gens dans le Japon des années 80. Là, on est vraiment avec les jeunes filles goody qui, vite fait, vont effectivement donner 2-3 coups de pied. Mais bon, ça reste quand même en fait des gentilles jeunes filles et qui servent évidemment avant tout à vendre des chansons pop. Bah, c'est des idoles. Les actrices sont des idoles, donc en fait, elles sont là avant tout pour vendre des tubes. Club Dorothée nous a aussi exposé au Bosozoku dans une de leurs séries qui était donc Ken le survivant. Ken se battait énormément contre des groupes de bikers et qui étaient des versions post-apocalyptiques de Bosozoku. C'est ça, alors là encore une fois on en revient au concept. Là très clairement l'auteur de Hokuto no Ken a fait tout simplement un mélange entre la culture Bosozoku et Mad Max et ça a donné Hokuto no Ken, voilà, tout simplement. C'est magnifique. Et puis ça marche, très franchement, le concept était parfait. Dans le film V Madonna Daisenso, parce qu'on va peut-être y revenir un peu, quand même, on sent qu'il y a vraiment cette influence-là aussi très cinématographique de Mad Max et puis d'autres films post-apocalyptiques. On le sent vraiment, même dans certains plans, vraiment quand on filme ces bikers qui viennent de loin, dans la brume, avec tu vois ce côté un peu poussiéreux, tout ça. Là on sent qu'on est vraiment dans un effet de mode de l'époque, très clair. Écoute, je crois qu'on a avancé un petit peu là-dedans. Le scénario est très classique. Alors, le film est en 2 parties. La première, c'est voilà, ils se font attaquer, on comprend un petit peu, on est dans le bain déjà, on sait que les élèves se font attaquer depuis longtemps. Ils partent chercher les 5 Madonna. Il y a un premier affront où ils gagnent le combat. Et puis après, ce film, vers la moitié, shift et devient un film très violent. Et c'est comme si on passe un film pour ados à un film pour adultes. Parce que le deuxième assaut des Bosozoku, voilà, les filles déjà se font tabasser, violer, elles se font vraiment tabasser à bloc, quoi. Comme on a dit, il y a des séquences, le montage, tu dis, on n'a pas besoin de voir l'actrice se prendre 20 patates dans la gueule, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, je le dis au passage, selon les pays dans lesquels le film a été distribué, en fait, il y a eu des coupes de censure. Alors ça, on s'en est rendu compte, en fait, parce qu'on avait sous la main à la fois la version française et la version espagnole, et on a remarqué que dans la version espagnole, il y avait certains passages qui avaient été tout simplement coupés, et notamment, évidemment, les scènes de violence, les scènes de viol, etc., etc. Ce qui nous a furieusement rappelé, justement, les coupes du Club Dorothée de l'époque, les fameuses coupes de censure. Je sens vraiment qu'à la moitié du film, on change vraiment d'ambiance quand on passe vraiment d'un truc plus manga à après un film assez violent avec énormément plus de conséquences sur les élèves. Je suis tout à fait d'accord avec toi et en même temps, un truc qui reste troublant, c'est que même si en apparence la violence a l'air de dégénérer vachement plus et à être une échelle bien plus importante, en fait on reste toujours quand même dans des armes d'ado. On n'a jamais des armes avec des munitions. La pochette montre une nana avec un fusil à pompe et on a des feux d'artifice, des pétards. Exactement. En fait, la pochette est mensongère parce que finalement, on n'est jamais dans une véritable guérilla puisque ça reste effectivement des feux d'artifice ou des choses comme ça qui effectivement peuvent être très impressionnants à l'image, mais en fait, il n'y a jamais de réel danger. On n'est pas vraiment dans la guerre. Si j'avais du fric et du temps, j'aimerais bien refaire ce film, quoi. Je t'enlève les pétards, je te mets des armes à feu et je vais complètement dans le délire où les filles, elles ont chacune une tenue de super-héros, quoi. Moi je t'avoue que limite j'étais un peu frustré que ça n'aille pas plus loin quelque part. Mais oui, c'est comme si on avait l'impression qu'ils avaient commencé à aller sur une certaine voie et qu'en fait ils l'ont fait juste à moitié, qu'ils se sont arrêtés, qu'ils se sont retenus. Ça doit être le budget. Bon, moi aussi je pense que c'est le budget. C'est ce qui fait que de manière générale on sent que c'est une production qui est vraiment très très amateur à tous les niveaux.
Et là, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de Skeban Deka. Alors évidemment, Skeban Deka a bien des défauts qu'on peut lui reprocher, mais Skeban Deka, c'est un produit bien calibré. C'est fait par des professionnels. C'est la Toho qui fait Skeban Deka. Alors que là, on est clairement avec quelque chose qui a été, je vais pas dire bâclé, mais je veux dire, c'est des gens qui apparemment n'étaient pas vraiment des professionnels. Il y a tellement de choses qui manquent à tous les niveaux, alors que ce soit dans les moyens pour le décor, pour le jeu des comédiens. Ouais, dans la technique, comment c'est filmé. Alors le truc cheap, bien sûr, des studios qui n'ont pas trop de moyens, mais aussi qui n'ont pas trop d'expérience professionnelle dans les métiers du cinéma, c'est les plans. Alors tu sais tout de suite que quand tu fais des plans fixes sur trépied et que tu as une énorme scène de conversation qui bouge pas, il n'y a pas de coupure, tu sens que ils avaient pas le temps, voilà, il faut filmer ça, il faut se tirer. Et tu as énormément de ça dans le film. Tu as des plans larges qui sont casse-couilles. Et qui sont interminables. Oh mon dieu. Et après, il y a une séquence, Basile, où c'est le monde à l'envers, où justement, il y a énormément de techniques de cinéma. J'étais surpris, c'est la séquence du phare. Ça se passe plus tard dans le film, où les filles, elles sont toutes fait défoncer, et c'est avant l'assaut final. Il y en a une qui est prisonnière, et la chef s'y rend, et se fait piquer le fric pour la libérer. Ils disent non, on va quand même la tuer. Et la nana, bien sûr, elle fonce dans un phare abandonné, elle commence à faire des arts martiaux contre tout le monde. Et ce qui se passe, on a carrément caméra à l'épaule, plan séquence, et je pense même qu'il y a un steadicam ou quelque chose, parce que la caméra elle bouge pas mal, c'est smooth, et on suit toute une chorégraphie qui commence à l'extérieur, qui se balade en 3 ou 4 pièces du phare jusqu'à finir, où elle monte en haut du phare, où là ça coupe. Et je me dis, mais ça c'est du boulot, ça se fait pas tout simplement. Je me dis, est-ce que ils avaient un pote, tu vois, qui faisait des films à la Toho, c'est possible. Et ils ont dit, est-ce que tu peux venir nous filmer une scène d'action? Et le mec il a dit, ouais, ok, je vois que vous avez pas de thune, il y a une caméra, vas-y, je vais ramener un steadicam du studio, et basta. Tu sentais que c'était quand même petit budget, même au montage, parce qu'il y a même pas une musique d'action à ce moment-là, quoi. Mais c'est ça, alors en fait, c'est que non seulement, alors là tu parlais vraiment du côté réalisation, qui pour le coup est vraiment complètement bâclé, c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'ils ne savent pas réaliser, mais effectivement le montage aussi, il est complètement dénué de rythme. En fait, il n'y a aucun sens du rythme dans ce film, il est emmerdant. Puis alors vraiment surtout qu'il n'y a aucun sens de la construction aussi, c'est-à-dire que vraiment il n'y a pas de dosage, tu sais, généralement quand même un montage c'est avant tout, même c'est des règles de base, on fait une construction pour arriver jusqu'à un climax de tension, ensuite ça peut retomber, puis après ça peut remonter. On raconte une histoire, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui fait qu'on est captivé par ce qu'on regarde, c'est qu'il y a tout le temps ce côté tension, détente. Alors là vraiment il n'y a rien de tout ça, on sent qu'ils n'ont absolument aucune idée de toutes ces notions-là. Non, complètement perdu, on sent que c'est très petit niveau, mais malgré tout cela, malgré toute cette critique, j'ai passé un bon moment. Et pour dire pourquoi est-ce que c'était assez sympa et je me suis pas fait chier, c'est que franchement tu t'accroches un peu à cette séquence d'action où t'as tellement de bikers qui sont représentés et t'as un côté très comic book, très manga, comme j'ai dit plus tôt, et quand je dis manga je dis bien sûr shonen. À la fin je crois que c'est la petite sœur qui est la hackeuse, enfin la stratégiste avec son... Qu'est-ce que c'est un Amiga 88 son PC? Mais alors c'est à hurler de rire ce moment aussi, alors tu sens qu'il y avait évidemment la geek de service qu'il fallait caser à ce moment-là, parce que qui dit boom de l'informatique dit forcément un personnage qui va faire une petite démo sur ordinateur vite fait. Et alors là c'est complètement n'importe quoi. Alors je sais pas si c'est que ceux qui ont fait le film n'ont jamais touché à un ordinateur de leur vie, mais qu'est-ce qui fait que ce qui devrait être normalement un programme informatique, ça devient juste des images, comme si on était comme dans un jeu vidéo. On est en 84 quoi, c'est normal mec, les PC ils font tout. C'est ça, et alors là ça c'est très drôle aussi, ça c'est vraiment un cliché de l'époque, c'est qu'on a mélangé le côté informatique, le côté hacker et le côté jeu vidéo. Avec les petits bruitages de Pac-Man en arrière-plan. Voilà, donc on a fait une espèce d'une bouillie, un mélange, et alors comme c'est vrai que c'est relativement peu connu à l'époque, on pourrait se dire ok ça passe. Tu te souviens pas dans Forteresse quand t'as le hacker qui est le gars de Reanimator, il va sur le console et qu'est-ce qu'il dit? Il fait I'm hacking the system. Et le mec il a juste un clavier, tu vois, il commence à hacker vite fait quoi, sans rien. Mais bien sûr, moi je pense aussi à Terminator 2 avec la fameuse citation, alors en français c'était argent facile et en anglais easy money. Voilà, donc le mec avec son Atari, il tapote dessus vite fait, il est relié au distributeur de billets genre avec des bretelles et puis hop c'est bon, pas de problème. Génial quoi, super. Et même dans les films de Spielberg mon gars, même dans Jurassic Park. J'avoue qu'on n'est pas loin. You didn't say the magic word. Hate this hacker crap. Jurassic Park est moins énorme dans ce côté-là, mais on est quand même pas si loin. C'est dommage, on peut plus faire ça, sauf si voilà, on se prend pour Kong Fury ou un film comme ça, on peut se permettre de faire ces codes-là, quoi. Ça marche toujours. C'est vrai.
Et bien sûr, hein, après c'est vrai que le concept du hacker, c'est devenu plus associé à des trucs un peu Politique. plus... C'est devenu plus politique, exactement, ouais, c'est ça. Bon, maintenant, à l'époque de Snowden et autres, là, on n'est plus du tout sur le même registre. Hein. Bah, Ça, Mr. c'est Robot, clair. hein. Bien sûr. Il y a une chose aussi que je voudrais souligner, c'est que, alors évidemment, on est sur le registre du film avec des bikers, du film avec des délinquants, mais alors il y a un autre truc aussi que j'ai envie de souligner, c'est que on peut aussi voir le film sous un autre angle qui est de l'histoire qui se passe au lycée. Et alors là, j'ai envie d'en parler de ce côté lycée parce que au Japon, c'est un truc qui est quand même assez à part. Alors, je pense à deux autres pays. Si on devait comparer, deux pays qu'on connaît un peu, il y a la France et les États-Unis. Et en fait, on se rend compte qu'au cinéma, le lycée n'est pas du tout traité de la même façon, en fait. Alors, en France, c'est vrai qu'on a eu plutôt tendance à traiter le lycée sur le ton de la comédie. Moi, je pense à tous ces films, genre Les Sous-doués. Je pense aussi, par exemple, au Plus beau métier du monde avec Depardieu. Ça, c'est vraiment dans le registre de la comédie très grand public, l'humour potache, avec des gags qui s'enchaînent. On a eu aussi quelques incursions dans le drame, hein, évidemment, mais c'est vrai que tout de suite, quand on est sur le ton du drame, il y a un côté beaucoup plus social hein, qui revient. En France, on a plutôt cette tendance-là. Les Américains, c'est plus le style qu'on appelle le coming of age, donc en français c'est l'éveil, hein, c'est l'entrée dans le monde de l'adulte. Hein. Et alors par contre, ce qui est un peu commun entre les États-Unis et le Japon, c'est que contrairement à la France, il y a vraiment des codes très spécifiques et on retrouve des archétypes notamment. Alors ça, on en avait parlé d'ailleurs dans un précédent podcast. Hein. On avait évoqué notamment évidemment le film par excellence qui parle de ces archétypes, hein, c'est Breakfast Club, avec le fameux personnage du jock. T'en as 5. Ouais, je te laisse les citer. Breakfast Club, c'est le film qui a créé ces archétypes, qui les a installés, inaugurés, et qui puis après, c'était un peu... On a toujours su qu'ils existaient, mais voilà, maintenant vous le savez, vous pouvez utiliser ces codes. Et ça commence par... t'as le jock. Donc le jock, qu'est-ce que c'est ? C'est l'élève qui est fort en sport, c'est la tête de mule, c'est un peu le bully en même temps. Ça peut être le connard du groupe, mais c'est Monsieur Muscle. Suivi par après, donc tu as le nerd, le bookworm. Alors le nerd, qu'est-ce que c'est ? Le nerd, c'est le rejeté. C'est tout l'inverse du jock en fait, c'est l'alter ego. Beaucoup plus intellectuel. Pas du tout sportif, hein, très faible, et qui se fait justement bully par les jocks, quoi. C'est toujours lui qui se fait piquer sa thune. Le jock, il est champion de l'équipe de football, pendant que le nerd, c'est l'organisateur des soirées Donjons et Dragons. Après les trois autres, c'est là où ça devient vraiment intéressant. T'as donc la fille à papa, ce qu'on appelle la Valley Girl, qui a évolué plus dans les années 90. Les années 80, c'était la Rich Girl, donc voilà, c'est la fille à succès, c'est la fille qui est très riche, qui vient en grande marque à l'école. Qui la plupart du temps est très populaire. Elle règne un petit peu sur les autres, donc si tu es populaire avec elle, toi aussi tu deviens populaire. Après, tu as donc le rejeté, un portrait au cinéma du gamin qui se fait taper dessus par ses parents, ultra pauvre dans la classe américaine, surtout les années 80 où c'était le boom économique. C'est le gars qui est toujours en colle parce qu'il a dit au prof d'aller se faire foutre. C'est la figure du rebelle. C'est ça. Et tu pourrais te dire qu'il pourrait bien s'entendre avec les nerds, mais en fait, justement, ils s'aiment pas entre les nerds parce que eux aussi, ce sont des rejetés. C'est pas le même clan. Et puis après, ce qui nous laisse, c'est le weirdo. Alors le weirdo, c'est le bizarre. C'est la personne, c'est l'introverti. C'est la personne qui est Molly, c'est ça dans Breakfast Club ? C'est ce qu'on appelle en anglais la basket case, et que j'avais traduit d'ailleurs dans le podcast dont on parlait par la cassos. Et ce qui est intéressant de ce personnage, c'est que contrairement aux autres, elle est très indépendante, il ou elle, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'appartenir. Souvent, c'est quelqu'un de très cynique, qui a une haute conscience du monde qui l'entoure et qui en a une vision très désespérée. C'est un peu une Daria, souvent. Donc là, on a fait pas mal le tour de la version États-Unis. Alors maintenant, il y a le Japon qui est encore assez différent. Alors le point quand même avec les États-Unis, c'est qu'on retrouve aussi des archétypes, mais ce sont pas du tout les mêmes, parce qu'en fait, le lycée est pas perçu de la même façon au Japon. Alors, il y a une dimension qui est très importante, c'est qu'au Japon, il y a une sorte de vénération pour ces années de lycée. C'est vrai que chez nous, on retrouve pas en fait ce côté tellement extrême dans la nostalgie des années du lycée. Il y a même un terme en japonais qui est seishun, qui désigne vraiment justement ces années-là. Ces années de la jeunesse. Et alors on retrouve cette fascination notamment par exemple dans le domaine du sport. Alors je sais pas si tu es au courant. Alors le baseball est un sport très populaire au Japon. Et alors ce qui est étonnant, c'est que bien sûr, ce qui intéresse avant tout les gens, ce sont les ligues professionnelles, mais ça n'empêche pas que il y a un réel engouement pour les tournois
interlycées, donc ils sont purement amateurs, mais c'est vraiment quelque chose qui tous les ans, alors ça se déroule l'été, il y a ce fameux tournoi qui se déroule dans le stade du Koshien, qu'on connaît si on lit les mangas de Mitsuru Adachi, qui reprend beaucoup justement ces thématiques-là. Rookies, c'est un peu le but principal du manga, c'est qu'ils arrivent au Koshien, ouais. En Rookies, effectivement, tu as raison, on parle aussi. Donc en fait, on sent vraiment qu'au Japon, il y a plus que dans nos pays occidentaux, une sorte de nostalgie de ces années qu'on ne retrouvera plus jamais, parce que ce sont des années d'insouciance, puisque après le lycée, alors évidemment, il y a ceux qui vont à la fac, mais ensuite, on rentre dans la vie active. Et quand on rentre dans la vie active, là, vraiment, on rentre dans le rang. Là, c'est fini ce moment où on pouvait aller chercher ses rêves. Il y a vraiment souvent cette notion-là, tu vois. C'est horrible. C'est terrible, c'est assez désespérant, mais c'est vrai que c'est typique de la société japonaise, pour le coup. Et donc tout ça pour dire que c'est vrai que les Japonais ont une certaine vision assez étonnante du lycée par rapport à ce que nous on pourrait percevoir. Ça peut donner à des exemples tout à fait étonnants, hein. Je pense par exemple aux déclinaisons comme Battle Royale, hein, où on prend vraiment une classe en essayant d'extrapoler au maximum des archétypes de personnages et puis ensuite de les faire se battre entre eux. Et puis ça donne des scènes évidemment absolument atroces où des gens qui pourraient avoir juste du ressentiment entre eux en finissent par vraiment s'entretuer littéralement. Il y a ça aussi, hein, qu'on retrouve au Japon, c'est aussi un côté très cruel au lycée, mais qui va encore plus loin que ce qu'on pourrait voir en France et aux États-Unis. Il y a un phénomène de société qui est connu au Japon, hein, c'est le hijime, c'est comme le bullying en anglais, quoi. C'est le harcèlement à l'école, qui au Japon va particulièrement loin, où là vraiment on parle de sévices corporels, de sévices sexuels, c'est vraiment un truc très très grave. Et ça, en fait, ça se ressent justement souvent dans les fictions, c'est que les choses vont très très loin dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que ça peut être à la fois un côté très fleur bleue. Alors là, évidemment, c'est vrai qu'avec toutes les œuvres, par exemple, de Katsura, là, on en a des très bons exemples, hein. On a été biberonné à ça, hein. C'est vrai que c'est ce côté très intense de ces années-là où ça se passe beaucoup dans sa tête, où on s'imagine beaucoup de choses. Et en même temps, ça peut aussi aller dans un côté très très violent, où je citais Battle Royale tout à l'heure, c'est un peu cette dérive de la violence des adolescents. Et puis un peu entre les deux, je dirais, donc t'as GTO. Tous les mangas aussi de Morita, hein, t'as cité Rookies tout à l'heure, mais il y a aussi Rokudenashi Blues, tout cet univers vraiment très fantasmé, hein, du lycée. Et c'est vrai qu'en plus, alors au Japon, il y a tout ce côté dans des codes à la fois vestimentaires. Alors je parlais des uniformes tout à l'heure, il y a l'uniforme des filles, mais il y a aussi l'uniforme des garçons. Évidemment, c'est pas du tout la même symbolique que celui des filles, mais quand même, c'est un marqueur très fort aussi. C'est vrai que dans la rue, quand t'es en France, tu peux pas distinguer un lycéen d'un autre gars, alors qu'au Japon, tout de suite, l'uniforme fait que on sait que c'est un lycéen, donc tout de suite on pense à l'univers du lycée. En plus, au Japon, les lycées sont particulièrement uniformisés. Ils ont à peu près tous été construits, hein, en gros, dans les années 50-60, les lycées tels qu'on les connaît maintenant. L'architecture est assez symbolique, hein. L'architecture, vraiment, c'est le zéro de l'urbanisme, c'est vraiment des blocs de béton. C'est un rectangle de 3 à 4 étages avec une tour au milieu qui a une horloge. Voilà, c'est exactement ça. La fameuse horloge qui fait dun, 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 dun. Et si vous lisez des mangas, vous voyez ça, vous dites c'est juste une interprétation. Non, ce ne l'est pas. C'est la réalité. Comme ça. Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, alors, il y a toutes les situations qu'on peut associer au lycée, les fameuses scènes de discussion sur le toit, ou manger un bento avec sa petite amie sur le toit, enfin, tout ce genre de trucs, quoi. Très particulier du lycée dans l'imaginaire japonais. Et puis là, en fait, on a l'impression vraiment que le lycée, ça peut être aussi un prétexte pour une incursion dans le genre vraiment plus action, puisque là vraiment Madonna Daisenso, c'est l'action au lycée. Voilà, on a de la pyrotechnie, du combat sur le terrain du lycée, quoi. Alors, est-ce que c'est pas le moment de parler de la fin ? Aïe, aïe, aïe. Ok, alors pour décrire un petit peu la séquence de fin, donc la grande bataille vient d'avoir lieu, c'est fini, ça se passe le lendemain, tout va bien, les cours reprennent, mais ça cut où c'est enfin un adulte, un professeur qui est en train de faire des mathématiques, et notre personnage masculin principal, hein, celui qui a recruté les 5 Madonna, est en train de dormir sur son bureau. On voit des filles autour, on voit l'Eskeban qui est en train de se maquiller avec un miroir très différente de celle qu'on a vue dans le film. Il dit non, tu vas pas me dire que c'est un rêve. Le prof, il mate que l'élève est en train de dormir, il lui jette la craie à la gueule, un truc comme ça, il se réveille, et puis voilà, il y a tout le monde qui rigole, ça reprend. Il regarde par la fenêtre et il voit donc la Madonna principale sur sa motocross. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça cut tout de suite. Elle rentre, en fait, c'est une nouvelle élève qui vient intégrer l'école, mais bien sûr, elle n'a pas sa tenue de moto, elle a l'air très gentille. C'est juste une lycéenne ordinaire. Juste pour te confirmer, oui, tu viens de voir un rêve d'étudiant.
il re-regarde dehors par la fenêtre où il n'y a plus la moto du tout qu'elle avait stationnée. Au passage, d'ailleurs, l'arrivée de la nouvelle élève, qui est évidemment ultra cliché, ultra trope, hein, c'est vraiment le classique du classique. Ah voilà, she's new in town, please welcome her, blablabla, bon, voilà. Et puis bien sûr, elle a un petit échange charmeur avec le héros, donc tu sens tout de suite que ce qu'il a rêvé, c'est comme si ça se recréait, tu vois, ils vont peut-être sortir ensemble. Oh là là, l'ingénieuse boucle. Tout ce film, c'était un putain de rêve d'un étudiant qui s'est endormi en classe, quoi. Et qui a dans sa tête mélangé en fait les élèves de sa classe et qui en a fait des personnages distincts. Comme tu disais, hein, en fait, l'une c'était l'Azkaban, l'autre c'était la grande méchante. Voilà, et tout ça c'est un mix dans le rêve du héros. Et là on se dit oh my god, mais vraiment, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à trouver que oh mon dieu, mais en fait c'était un rêve. Si ce film aurait été créé dans les années 70, ça passe. C'est un trope qui n'est pas encore un classique. Et encore, tu vois, le Twilight Zone l'a fait beaucoup de fois, même d'autres séries anthologiques. Hein. Les années 80, là, j'excuse pas trop. Les années 90, tu te fous de ma gueule si tu fais ça. Et si tu sors ça aujourd'hui dans les années 2010, mais là, tu prends vraiment ton public pour un con, quoi. Alors, V Madonna Daisenso, ça passe limite, ok ? Moi, je sais pas si ça passe. Hein. Tu prends ton film et tu t'en vas. Écoute, j'ai quand même passé un bon moment et au point, tu sais, où j'étais pas assez à fond 100% pour être dégoûté à la fin que ça soit un rêve, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme quand tu dis, bon, écoute, j'ai envie d'un bon gros burger dégoulinant. Tu vas dans une espèce de vieux resto dégueu du coin de ta rue parce que t'as la flemme d'aller plus loin. Ta première bouchée, tu sens le gras vraiment qui te dégouline de partout. Et en même temps, tu te dis, bon, en même temps, je viens pas ici pour manger chez Paul Bocuse. Je savais à quoi m'attendre. C'était pour manger un bon gros burger bien gras. Donc, voilà, ça fait la job. J'ai eu ce que je voulais. C'est ça. Mais ça t'a surpris parce que c'était quand même mieux que tu le pensais. Alors moi, je dirais peut-être pas que c'était mieux que ce que je pensais parce que honnêtement, l'affiche du film vend quand même plus du rêve que ce qu'elle t'en donne, hein, honnêtement. Mais j'y ai quand même pris du plaisir, évidemment, parce que c'est vrai que là, on retrouve tellement un cocktail marrant de tous ces aspects de la sous-culture pop japonaise qu'on aime tant que on en a pour notre argent. On finit sur une super chanson en plus de et pop. Effectivement, on finit sur une super chanson pop. Et franchement, moi, je l'ai trouvé pas mal. Hein. Sérieusement, moi, je l'ai trouvé plutôt cool, hein, le dernier morceau. Moi, j'ai déjà téléchargé l'album. Avec Basile, vous allez le découvrir, on a un penchant pour le city pop, mais surtout pour le future funk, hein, quelque chose de plus moderne. Tu te souviens, Basile, encore une fois, on est dans le 10e niveau niche. Ça commence par la découverte du synthwave. La découverte du synthwave nous fait découvrir le future funk. Le future funk nous fait découvrir ses frères et sœurs, le new disco et autres, le moe funk. Et en fait, tu commences à découvrir tous les titres originaux qui t'amènent vers le city pop. Et quand tu arrives vers le city pop, c'est là où je suis allé un niveau encore plus loin. Je suis en train d'écouter le new wave vietnamien. Franchement, écoute-moi, sur 5 Madonna, je le note 5 Madonna. C'était parfait, ça a livré exactement ce que je pensais. Petite production, pas de moyens, une affiche complètement menteuse, mais c'est parfait, ça me va très bien. Je me suis bien marré ce matin en me levant, en mettant ça dès le début, avec un petit café, une brioche. C'était parfait, mec. Moi, écoute, je lui mettrais plutôt peut-être 3,5, voire 4 sur 5, Madonna. Tu peux pas couper une fille en deux, hein? Bah, écoute, j'ai quand même l'impression qu'avec mes frites, il n'y avait pas de ketchup, là, tu vois. Il m'a manqué quand même cette dose de grosse violence bien explosive que j'ai quand même pas retrouvée dans le film et que me promettait l'affiche. Mais bon, c'est pas grave, je reste indulgent. Ouais, voilà, écoute, je crois que ça conclut un petit peu notre analyse, non seulement dans la pop culture de V Madonna Daisenso, hein, mais voilà aussi un film qui est très difficile à trouver. Oh mon Dieu. Oula, on a galéré. Ça durait plus d'un an. Hein. Écoutez, si vous avez ce film en japonais sous-titré, ou même en japonais, mais nous on aimerait bien, parce que nous on en a même pas parlé, mais c'est la bande originale française, je préfère même pas en parler, qui a chier. Si vous avez ce film en japonais, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous contacter via la page web d'où il y a ce podcast, et si vous voulez bien nous faire un lien méga upload, nous partager en fait, même ça serait juste la piste MP3 ou le film lui-même si vous avez moyen de nous filer. Ah voilà, écoute, je propose qu'on se quitte en musique. Bah ouais, carrément. J'ai 2 morceaux de future funk, tu me proposes quoi, 1 or 2? 2. Ok, donc on va s'écouter un morceau du groupe Tendencies et qui s'intitule I Need You. Parfait pour mettre l'ambiance. Baz, écoute, franchement
vraiment sympa quand on reprenne. Et puis, welcome to Furio Max. Et on espère évidemment trouver encore des perles rares comme... comme le film dont on vient de parler aujourd'hui, et qui sera évidemment encore une fois le prétexte pour aborder la pop culture japonaise de ces années-là. Vous l'aurez compris, c'est vraiment ça notre gros kiff. Bah écoute mec, je te dis à bientôt, et puis à les auditeurs, à la prochaine. Ça marche, à très vite. Ciao.